Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, le professeur Amsatou Sow Sidibé, présidente de CAR Lenen, coordonnatrice de la coalition Djirin Sénégal, la troisième voie. Elle est l'invitée de Georges Déthié Diop. Plusieurs sujets. La crise dans le secteur de la santé, née de l'affaire Astou Sorna, morte en couche à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. La parité mise à rude épreuve par les conseils municipaux et départementaux, les législatives et la guerre opposition-pouvoir sur fond de débauchage, la troisième voie et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Professeur Amsatou Sow Sidibé face à Georges Déthié Diop, le Grand Jury dimanche 11h10 sur RFM. Bienvenue au Grand Jury. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous rester fidèles. Merci de rester fidèles au Grand Jury. Professeur Amsatou Sow Sidibé, bonjour. Bonjour, Monsieur Georges Déthié Diop. Bonjour à tous et à toutes celles qui écoutent le Grand Jury. Merci d'avoir accepté notre invitation, professeur Amsatou Sow Sidibé, présidente du parti CAR Lenen, coordonnatrice de la coalition Djirin Sénégal, la troisième voie. Vous avez sans doute été choqué ou ému par l'histoire de Sorna Astou, décédée à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, morte en couche. L'affaire défraie toujours la chronique. L'on évoque une négligence. 4 des 6 sages-femmes citées dans cette affaire ont été placées sous mandat de dépôt. Conséquence, le système sanitaire, professeur, a été paralysé jeudi par le personnel de santé en guise de soutien à leurs collègues qui seront jugés le 27 de ce mois. Un fait relevé par la presse sur la toile. Les internautes s'en sont vertement pris à eux. Est-ce que cela ne risque pas de mener à une opposition entre deux camps, ce qui risque de porter un coup dur au rapport entre personnel soignant et patients, usagers en général? Merci beaucoup, Déthié. C'est une affaire douloureuse. Il y a eu ce qu'on appelle mort d'homme, une femme en couche qui est décédée. C'est terrible. Et nous, les mères, nous savons que c'est particulièrement difficile. Nous prions pour le repos de son âme et nous souhaitons que sa famille, ses parents retrouvent le calme, la sérénité nécessaire face à une situation très, très, très difficile. Mais je voudrais dire d'emblée que malgré la situation sanitaire particulièrement compliquée au Sénégal, nous devrions éviter de jeter l'opprobre sur le personnel de santé. Quoi qu'il en soit, avec sérénité, apprécions les situations sans mettre en mal le personnel de santé avec les populations. Est-ce que cet appel, professeur, ne devrait pas s'adresser aux deux camps? Parce qu'avant cette histoire Astou Sorna, on a entendu les sages-femmes critiquer, sinon s'en prendre aux usagers et à même organiser une marche de la place de la nation à la télévision nationale. Bon, moi je parle de façon générale. Le personnel de santé. Nous devons lui permettre de faire le travail dans les meilleures conditions, d'ordre psychologique d'abord. Parce que c'est un personnel quand même qui est responsable, qui est conscient de sa mission et qui fait le maximum possible pour réussir cette mission. Mais nous savons que c'est difficile. C'est difficile parce que la santé au Sénégal elle-même, elle est malade. Elle a besoin d'être soignée. Malade de quoi? Malade de son fonctionnement, malade de son management,
malade de tout ce qui arrive. Le plateau sanitaire au Sénégal doit être fortement amélioré. Quand nous voyons, par exemple, qu'à la faculté de médecine, les étudiants marocains, les étudiants tunisiens sont fortement présents, donc étudient au Sénégal. Mais quand on se rend compte que nos malades qui sont dans une situation de gravité sanitaire se rendent au Maroc ou en Tunisie pour se soigner, c'est qu'il y a quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est d'abord le plateau sanitaire. Le matériel est insuffisant, très insuffisant, et la carte sanitaire elle-même pose problème. Parce que c'est vrai, dans une région comme Diourbel, nous avons un grand hôpital qui peut concurrencer avec les hôpitaux les plus huppés, les meilleurs hôpitaux du monde. C'est l'hôpital Khadim Rassoul. Le nouvel hôpital de Touba. Oui, qui est dirigé par le docteur Moustapha Souran. Ça, c'est un acquis. Mais voyons ailleurs. On parle d'équité territoriale, c'est-à-dire que ce qui se passe à Dakar, ce qui se passe à Touba, doit aussi exister dans les autres villes, dans les autres régions du Sénégal, les régions du Sénégal. Il y a Kaffrine et Kédougou. Oui, bon, on a ça construit commence. de nouveaux hôpitaux. Ça commence. Mais il y a 14 régions dans le pays. Et ça ne doit même pas être un problème de région, mais au moins un problème de département. Parce que la santé doit être proche des populations. Quelqu'un qui est malade ne doit pas faire N kilomètres ou prendre l'avion pour aller se faire soigner. Alors ça, c'est un problème. Mais je pense que le mal est tellement profond et tellement lointain que il faudrait que l'on ressorte. Parce qu'il ne s'agit même pas de parler d'assises de la santé. Parce qu'il y a eu tellement de réunions. Il y a eu tellement de rapports. Mais le mal dans notre pays, c'est qu'on réfléchit. On a d'excellentes ressources humaines. On fait des rapports. Mais après les rapports, qu'est-ce qu'on en fait? On les garde dans les tiroirs. Il est donc temps que tous ces rapports-là sortent pour qu'on applique les décisions qui avaient été prises, les propositions qui avaient été faites. C'est une urgence, parce qu'encore une fois, le mal est partout. Le mal n'est pas seulement au niveau du personnel, mais il faut aussi toucher du doigt tout le management administratif. Il faut le prendre en compte. Donc, le mal est infini et il n'est que temps pour qu'on trouve des solutions idoines. Parce que la santé, elle est prioritaire. On ne peut pas régler l'éducation. On ne peut pas régler l'économie. Lutter contre la pauvreté. On ne peut rien faire sans une santé. Quand on est malade, eh bien, on ne peut pas être actif et on ne peut pas être productif. Donc, c'est une priorité. L'urgence est signalée. Cette posture du personnel soignant à l'égard des usagers, à l'égard des patients, on le critique très souvent. Quelle en est l'origine? Est-ce que ça a un lien avec la formation, ou bien l'organisation même de nos hôpitaux? Mais c'est pas valable seulement dans les hôpitaux. C'est un problème national. C'est une question d'éducation. C'est une question de valeur, C'est une question de manque d'éducation au niveau des familles déjà. Donc, c'est dès le ventre de la mère qu'il faut inculquer à la personne d'abord l'humanisme, le respect de l'autre. Parce que le personnel soignant a en face de lui des personnes qui souffrent, qui ont besoin d'être assistées. Et donc, c'est dans le mental, c'est dans le cœur que doivent sortir les attitudes idoines pour mettre à l'aise cette personne qui souffre d'abord. Ne pas le faire, eh bien c'est grave. Mais c'est des attitudes qu'on observe partout, pas seulement dans la santé
et il faut le signaler. D'où l'importance de revenir à l'éducation dans notre pays. L'éducation dans la famille d'abord, et ensuite l'éducation ailleurs. Dans cette affaire Astou Sorna, la tutelle serait-elle allée trop vite en besogne et trouver des boucs émissaires? Moi, parfois, je me demande si cette affaire a été gérée avec toute la sérénité requise. C'est une question que je me pose. C'est vrai, il y a eu des sanctions, il y a eu de grosses angoisses qui ont été manifestées. C'est un problème douloureux, mais il faut le gérer avec calme et sérénité pour pouvoir mettre le doigt sur les problèmes et y apporter les meilleures solutions. Parce que quand on se précipite, eh bien, tout est chamboulé. Ce qui n'a pas été le cas selon vous? Je pense que on aurait pu gérer avec plus de calme cette affaire. Parce qu'il y a une chaîne d'avalanche. Vous voyez, vous imaginez la grève du personnel pendant une journée. Que de morts, que de souffrances. Et dire que les sages-femmes de Louga n'ont pas encore levé leur mot d'ordre, ils vont poursuivre leur mouvement d'humeur jusqu'à lundi. Bon, d'abord, je vais leur demander, en tant que mère, en tant que femme, de lever ce mot d'ordre de grève. C'est vrai, je ne sais, elles ont leur raison. Mais la raison ne suffit pas en la matière. Quand il y a des personnes qui souffrent, il faut les assister. Et ce sont des personnes qui ont prêté serment d'être là chaque fois que de besoin. Donc je leur demande humblement de lever ce mot d'ordre de grève et je demande à l'État, qui est le principal responsable dans tous les domaines, y compris la santé, de prendre la mesure de la gravité de la chose, de rassembler tout le monde et de voir les solutions à prendre, n'est-ce pas? La solution serait-elle d'accéder à la demande du personnel soignant en mouvement d'humeur qui demande le départ du ministre de la Santé pointé du doigt? Ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. On règle les problèmes autour d'une table. Et il est peut-être dommage de régler des problèmes en créant d'autres problèmes. Nul n'a le droit de créer d'autres problèmes en réglant ce problème. Donc, que tous s'asseyent autour d'une table avec des discussions sérieuses, objectives, sereines. Et puis, dorénavant, prévenons la prévention. C'est ça qui va gérer la question de la santé. Et pour la prévention, il y a énormément de propositions qui sont faites depuis N années. Beaucoup de réunions, c'est pléthorique, mais après, pas d'application. Et c'est dans l'application que se trouve l'essentiel du problème. Et malgré tout cela, tout ce que vous évoquez, l'on a remarqué cette année une hausse de 20 milliards de francs CFA du budget du ministère de la Santé qui est arrêté cette année à plus de 270 milliards de francs CFA. Où se trouve le problème? Cet argent n'est pas injecté là où il fallait. Alors, malgré cette augmentation, si nous n'avons pas un plateau sanitaire relevé, si la carte sanitaire n'est pas bien élaborée et mise en œuvre, c'est qu'il y a un problème dans la gestion de l'argent. Et donc, il faut, encore une fois, qu'il y ait beaucoup plus qu'il y ait une gouvernance. La gouvernance financière, elle est déterminante pour élaborer, assurer toute gouvernance sanitaire, éducationnelle, environnementale, etc. Donc, il faut même des audits. Il faut des audits, il faut auditer. Il y a des augmentations où passe l'argent. Il faut qu'on le sache, parce que c'est l'argent du contribuable. C'est déterminant.
Alors, je crois que nous devons rompre avec la politique des yeux fermés. Il faut que l'autorité ouvre les yeux et demande aux responsables d'ouvrir les yeux et de faire ce qu'il faut faire. Tant qu'on n'y arrivera pas, il n'y aura pas de mise en œuvre de la responsabilité et de la redevabilité. On est responsable, on doit faire. Si on ne fait pas, eh bien, il faut que l'autorité prenne des décisions, et des décisions qui vont dans le sens de l'obligation de faire respecter. De respecter et de faire respecter. Ces deux mots-là, responsabilité, on est responsable. Redevabilité, on doit, eh bien, il faut les mettre en valeur. Il faut que la responsabilité soit assumée et assurée. Et quand c'est pas fait, on est redevable. La redevabilité signifie que on doit lui imposer, on doit imposer à l'acteur de faire et de bien faire. Parce que c'est ça, sinon bon, on n'y arrivera jamais. Alors, professeur Amsatou Sow Sidibé, restons avec les femmes, mais politique à présent. La Cour d'appel de Dakar a ordonné la reprise des élections des adjoints au maire dans 5 communes de Dakar, à la ville de Dakar également. Elle a prononcé l'annulation des bureaux municipaux pour non-respect de la loi sur la parité suite à un recours introduit par le réseau de veille et d'alerte pour le respect effectif de la parité et le COSEF, le Conseil sénégalais des femmes. Votre commentaire d'abord. Mais c'est une excellente chose. Vous savez, quand la justice marche, quand le droit est dit, tout le monde est à l'aise. La parité, elle est constitutionnelle. C'est la Constitution qui dit que maintenant, c'est la parité dans certaines instances. On doit respecter ça. Alors pourquoi est-ce qu'on ne respecterait pas la parité, qui est constitutionnelle et légale? Alors, nous remercions évidemment l'Observatoire national de la parité. Nous sommes toutes pratiquement, je suis aussi conseillère à l'Observatoire national de la parité qui est présidé par Madame Fatou Kiné Diop. Ce réseau de veille dans le domaine paritaire a joué un rôle fondamental, a joué son rôle d'observation et de proposition. Parce qu'on s'est rendu compte que il y avait beaucoup même des préfets, je ne jette pas le caillou aux préfets, mais qui ne comprenaient pas que le bureau des municipalités devait être paritaire. Comme toutes les autres institutions électives. Comme toutes les autres institutions électives. On en viendra à l'Assemblée nationale. Hein? On y viendra. Bon, mais là, la Cour suprême a dit en 2015 que la parité concerne non seulement les listes de candidats, donc quand il y a un homme, il y a une femme, un homme, une femme, ou bien une femme, un homme, une femme, un homme, jusqu'à la fin de la liste. Donc on ne l'appliquait pas. La Cour suprême est venue dire que, outre la liste, le bureau des commissions doit être paritaire. Quand le maire est un homme, le premier adjoint au maire obligatoirement doit être une femme. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça la parité. Eh bien, ce n'était pas appliqué. Et la Cour suprême, qui est une instance supérieure, est venue dire, depuis 2015, que la parité concerne aussi les bureaux. Alors, certains feignaient de comprendre cela. Les cours d'appel sont revenus sur ça pour dire, ma foi, n'oubliez pas que la parité concerne aussi le bureau des commissions. Donc, quand il y a un homme, il y a une femme, ainsi de suite, obligatoirement. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, professeur, revoir la loi pour la rendre plus lisible? Dans quelle mesure? Dans quelle mesure? Dans le domaine que vous évoquez, pour que ce soit beaucoup plus explicite.
Oui, ce n'est pas explicite, mais la Cour suprême est venue l'expliciter. Si on veut, on peut modifier. Hein. Mais modifier les lois, le caractère pléthorique des lois, ce n'est pas utile. Bon, il y a des lois qu'il faut revoir, les rendre plus claires. On pourrait revenir sur la loi sur la parité pour rendre ça plus clair. Mais pour l'instant, la Cour suprême a dit, et on doit respecter ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que dans les commissions, il y a parité. Quand c'est un homme, il y a après une femme. Quand c'est une femme, il y a après un homme. Ainsi de suite, jusqu'à la fin de la liste. Et donc, la Cour d'appel est venue annuler les listes qui n'avaient pas respecté la parité. Et dorénavant, ce sera ainsi. Une liste qui ne respecte pas la parité, ce sera du temps perdu parce qu'on va l'annuler. C'est ça. Il faut l'annuler conformément au droit sénégalais. Parce qu'il ne faut pas que, justement, les élus violent la loi sénégalaise. C'est inadmissible, ce serait inadmissible. Ce sont les élus, d'abord, qui doivent respecter l'État et ce que décide l'État. Si ces élus ne respectent pas ça, c'est une catastrophe. Voilà. Et la ville de Dakar, ça a été la même chose. Doit-on appliquer... Moi, j'ai envie de dire à Omer Barthélémy Diaz comment est-ce que ça a pu lui arriver. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Il fallait se dire qu'il y a la Constitution, la loi qui impose la parité. La Cour suprême, depuis 2015, a dit parité dans les bureaux. Eh bien, c'est un minimum que d'appliquer ça. Quelle peut être la conséquence de cette décision de la Cour d'appel sur les délibérations de certaines mairies qui n'avaient pas respecté la parité? C'est l'annulation. Les délibérations qui avaient été faites sont nulles et de nullité absolue. On revient, on refait, on corrige et on avance. Allez-vous attaquer, le cas échéant, ces délibérations qui ne se sont pas conformées à la loi sur la parité alors? Mais là, il y a eu des attaques, il y a eu des recours. Les femmes ont fait des recours, énormément de recours, pour dire que ça ne va pas se passer comme ça. Elles sont décidées, parce qu'il y a la Constitution et la loi qui leur donnent des droits et des pouvoirs. Elles ont saisi les juridictions qui se sont prononcées. Le Sénégalais doit respecter les décisions rendues par la justice. En l'occurrence, la justice a dit que dans les commissions, la parité est obligatoire. C'est ça. Donc, tenu de respecter ça. Ce même principe, vous le dites, doit être appliqué à la prochaine législature à l'Assemblée nationale, pour ce qui concerne surtout le bureau de l'Assemblée nationale. Oui. Parce que ce n'est pas le cas au bureau de l'Assemblée nationale. On a un président et un vice-président. C'est une violation manifeste du droit sénégalais qui parle de parité. Quand le président est un homme, la personne qui vient avec le président doit être une femme. Quand le président est une femme, la personne qui doit venir immédiatement après doit être un homme. Donc, et c'est ça, l'Assemblée nationale n'a pas été une bonne référence pour les élus. Si vous voyez qu'il y a des élus réfractaires, c'est qu'ils se disent, mais pourquoi nous et pas l'Assemblée nationale? Ça, c'est définitif. Il ne faut plus que ça arrive. La Cour suprême a dit que le bureau de la commission, le bureau de l'Assemblée, de toute assemblée élective, doit être paritaire. Et justement, je ne peux pas comprendre que l'Assemblée nationale qui vote les lois viole les lois. Viole les lois. En l'occurrence, il y a une violation de la loi. C'est manifeste. Et c'est à corriger. Parce qu'il faut qu'il y ait un bon départ à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale doit enfin incarner les compétences que la Constitution lui octroie. L'Assemblée nationale, c'est vrai. Et nous, au niveau de
notre coalition, Jariñ Sénégal, la troisième voie, nous tenons à ça. Nous tenons, et c'est pour ça que nous allons, s'il plaît à Dieu, nous présenter aux élections. Une assemblée où les députés représentent véritablement les populations. Une assemblée nationale où on va voter des lois favorables aux populations. Je dis bien, lois favorables aux populations. Une assemblée nationale où on va contrôler l'action du gouvernement. Dans tous les domaines, c'est important, ce contrôle de ce que le gouvernement fait. Vous êtes en train de me parler de l'augmentation du budget au niveau du ministère de la Santé pour que les Sénégalais aient une meilleure santé. Mais il faut que ça fasse l'objet d'un contrôle. Et l'Assemblée nationale doit refuser d'être une chambre d'applaudissements. On ne fait qu'applaudir ou bien se cogner, se donner des coups. Ce n'est pas pour ça. Celle-ci ne joue pas ce rôle? Laquelle? Celle-ci? L'actuelle. Ah, mais les Sénégalais se plaignent. On ne peut pas avoir une assemblée où l'applaudissement, le vote du oui est aussi automatique. Non. On est là pour les populations. Et les populations sont diversifiées. Il faut que l'assemblée soit diversifiée. Il faudrait une assemblée où on ne se mette pas à applaudir à tout bout de champ. Il faudrait une assemblée responsable qui sait ce qu'il faut faire pour les populations, enfin pour que ces populations puissent vivre mieux. Mieux, je dis. Et les lois, vous savez, elles sont déterminantes. Ce sont les lois qui organisent la société. Donc tout part des lois. C'est les lois qui organisent tout. N'est-ce pas? Même la Constitution, c'est une loi, n'est-ce pas? Donc la loi, il faut qu'on en connaisse la valeur, le poids, et agir dans le sens d'élaborer des lois qui organisent bien le Sénégal. Le Sénégal ne peut pas marcher avec une tête en bas et des jambes en l'air. Et c'est au niveau de l'Assemblée qu'il faut l'organiser. Voyez? Amsatou Sow Sidibé, présidente de CAR LNN, coordinatrice de la coalition Jariñ Sénégal, la troisième voie qui va, vous l'avez dit, participer aux prochaines élections législatives du 31 juillet prochain. Parlons justement des législatives. Le nombre de députés à l'Assemblée nationale est maintenu à 165. Pas de consensus entre les différents acteurs à l'Assemblée nationale. La liste nationale passe de 60 à 53 sièges. 7 sièges à pourvoir pour le nouveau département de Keur-Massar et corriger également les disparités à Thiès et Mbour. Hier, 17 députés ont annoncé une saisine du Conseil constitutionnel pour annuler la modification de la loi portant code électoral. N'est-ce pas paradoxal? Refus d'augmenter le nombre des députés et refus d'un réajustement. Ah, question pertinente. C'est parce que il faut qu'on sache comment organiser des élections. Encore une fois, je reviens à la loi. Il y a un protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance qui parle de l'organisation des élections. Mais on ne peut pas se permettre de faire des propositions de loi à la veille des élections. Il faut au moins 6 mois avant pour toucher à quelque texte que ce soit. Donc voilà, on est face à un blocage. Maintenant, moi, je vous pose la question de savoir que faire. Il y a un blocage. On ne doit pas, s'il n'y a pas de consensus, toucher au droit électoral. Parce qu'on est au-delà de 6 mois. On est à quelques semaines des élections. Que faire? Il y a un blocage. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un manque d'harmonie entre les acteurs politiques. C'est un problème. Ces acteurs ne se parlent pas, ils ne communiquent pas. Au mieux, il y a la violence verbale et physique entre eux. Au mieux, je dis.
violence physique, verbale. Mais il n'y a pas cette harmonie, au moins sur l'essentiel, mais pour faire la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Donc, il y a des problèmes, il y a un blocage. Alors, il faut trouver une solution. Il y a des blocages. Et c'est des blocages sérieux. C'est des blocages sérieux. On est obligé de retourner à la situation ante-élection. Alors qu'il y a de nouveaux départements. Justement, c'est là que je voulais en venir. Est-ce que ce blocage, s'il persiste, cela voudrait dire des législatives, normalement, sans des députés pour Keur Massar? Ce serait grave aussi. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas. Est-ce qu'on a réfléchi en créant le département de Keur Massar 1? Alors, si je comprends bien, le département de Keur Massar a été créé depuis belle lurette. A-t-on pensé qu'il fallait avoir de nouveaux députés pour Keur Massar? Il y a des problèmes. Donc, ça fait que il y a, à mon avis, un manque d'harmonie, un manque de transparence dans l'organisation de la démocratie au Sénégal. Parce qu'on doit communiquer. Les acteurs politiques, quelle que soit leur vision, doivent communiquer. Parce que c'est pour le bien des Sénégalais et des Sénégalaises que ces acteurs politiques existent. Alors, quand il n'y a pas cette communication, ça pose problème. Et il y a un autre problème. C'est le manque de confiance. Les Sénégalais aujourd'hui souffrent de ces difficultés parce qu'il n'y a pas de confiance entre les acteurs, en particulier entre le pouvoir et l'opposition. Ils se regardent en chien de faïence et chacun essaie de bloquer l'autre. Mais dans ces conditions, qui souffre? C'est la population, c'est la démocratie. La démocratie, c'est pas pour les partis politiques. La démocratie, c'est pour le peuple sénégalais. Or, le peuple sénégalais, peut-être que souvent ne s'intéresse pas aux questions fondamentales politiques, mais ça se retourne contre lui. Il faudrait que le peuple sénégalais sache que la politique, au sens noble du terme, le droit de choisir ses dirigeants, qui travaillent pour la cité, l'amélioration de la cité, c'est très noble, c'est un droit humain fondamental. On a créé l'homme et on lui a donné des droits humains, y compris des droits politiques. Gérer la cité, l'art de gérer la cité. Il n'y a rien de plus humain que cette affaire politique. Aujourd'hui, on a tendance à dire politique. C'est parce que il y a une face hideuse de la politique qui est mise en exergue. On a rendu vilaine la politique, alors qu'il n'y a rien de plus noble quand c'est appliqué comme il le faut. Et c'est cela que la troisième voie veut rectifier. Absolument. C'est ce que la troisième voie veut rectifier. La troisième voie veut être une démarche politique qui est fédératrice d'abord. En étant dispersé, en se regardant tout le temps en chien de faïence, en voulant éliminer l'autre, en voulant donner des coups à l'autre, eh bien, on n'y arrive pas. Vous savez, la paix, elle est la base du développement. Sans paix, sans respect des droits humains, il ne pourra jamais y avoir de réussite dans la lutte contre la pauvreté, de réussite dans l'élaboration d'une santé normale, d'une éducation de qualité, d'un environnement sain. Mais est-ce que la troisième voie a vraiment les moyens de ses ambitions si l'on sait que vous n'êtes pas trop bien implanté dans les régions, dans le pays, dans l'intérieur du pays? Georges Déthié, qui vous a dit ça? Les autres ne vous ont-ils pas devancé? Cette dualité-là, pouvoir-opposition, elle risque d'être cassée et nous souhaitons qu'elle soit cassée par la troisième voie. Parce que la troisième voie, ce qui l'intéresse,
ce sont les préoccupations. C'est la demande sociale. C'est le panier de la ménagère qui est devenu vraiment troué. C'est le slogan de tous les hommes politiques. Troué. Oui. Bon, sauf que la troisième voie n'a pas de temps à perdre dans une confrontation, dans une dichotomie forcée entre pouvoir et opposition, où l'on se donne des coups, où l'on s'injurie de sagante, où on se boxe. Nous, on n'a pas ce temps. Nous avons un projet qui est celui des populations, c'est-à-dire les besoins, la demande sociale, les défis, les défis des populations. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Nous n'avons pas le temps de nous montrer un chien de faïence pour régler les problèmes des Sénégalais. Nous nous concentrons sur l'essentiel. L'essentiel, évidemment, c'est de mettre en place, justement, cette nouvelle politique, ce nouveau leadership politique pour assurer la promotion de l'intérêt général au détriment de l'intérêt particulier, des intérêts particuliers, des tensions. C'est la demande sociale qui nous intéresse. De nous rendre compte que maintenant, aller au marché, c'est la croix et la bannière. Tout est devenu, moi je fais le marché moi-même. Alors je ne peux pas comprendre quand je vais à la Seras acheter de la viande, que il y a de cela quelques mois, j'achetais la viande là-bas à 2500 et que maintenant je ne peux plus avoir le kilo à 3500 francs CFA. Je vais prendre le lait, les cartons de lait. Le lait qui coûtait 10 000 francs, aujourd'hui coûte 20 000. Où est-ce qu'on va prendre cet argent? Mais donc, concentrons-nous sur ça. Sur ça, nous, c'est ça qui nous préoccupe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les Sénégalais vivent mieux? C'est ça qui intéresse la troisième voie. Et c'est donc une démarche nouvelle. C'est un nouveau leadership politique qui évite cette dualité entre pouvoir et opposition. Voilà pourquoi nous nous appelons la troisième voie. Mais cette dualité, cette troisième voie, ce qui la préoccupe essentiellement, ce n'est pas la politique politicienne, c'est l'intérêt des Sénégalais. Uniquement. Revenons un peu à ce blocage que vous évoquiez tout à l'heure sur la loi électorale à quelques mois, à 3 mois environ, des élections législatives, du fait du protocole de la CEDEAO. Comment faire, professeur, pour lever ce blocage? Une grande question. Hein? On est à combien de jours des élections? On est à combien de jours des élections? 3 mois environ. Je crois que ça, il fallait y penser avant. Maintenant, c'est comment? Mais le vin est tiré, il faut le boire, que faire? Mais moi, vous croyez que nous, on va boire comme ça du vin comme ça, là? Parce qu'il est tiré? Et s'il est frelaté? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si le vin est frelaté, s'il n'est plus bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Bon, bref. En tout cas, c'est pour dire que, dorénavant, il faut un visage nouveau au niveau politique. Un visage nouveau où on applique ce qu'on doit appliquer, où on se parle. On ne peut pas ne pas se parler. Maintenant, il y a des blocages. Le président de la République n'a qu'à faire en sorte que les acteurs se parlent. Il y a 3 acteurs principaux. Il y a le pouvoir, il y a l'opposition, il y a Djariñ Sénégal, la troisième voie. On va s'asseoir et voir quelle solution pour qu'il n'y ait pas de blocage. Et d'autres indépendants. Voilà une autre question. La troisième voie, c'est un projet politique. Et c'est un patrimoine. Vous savez ce qu'est un patrimoine en droit? Un ensemble de droits et de devoirs. Mais c'est un contenant. C'est un sac. On y met. C'est un sac. Il y a déjà des partis dans cette troisième voie. Il y a dedans des mouvements. Il y a dedans des associations religieuses et autres, civiles. Eh bien, le sac, il est ouvert et va recevoir. Nous voulons recevoir. C'est un patrimoine, c'est un contenant, c'est un sac où on peut mettre toute personne
qui a la même vision que nous. Parce que ce qu'on regrette un peu, c'est qu'il y ait cet éclatement. Il y a trop de coalitions. Alors qu'il y a 3 blocs. Le premier bloc, c'est le pouvoir. Le deuxième bloc, c'est l'opposition. Le troisième bloc, c'est la troisième voie. Jariñ Sénégal. Alors nous invitons toutes les personnes. Vous classez les non-alignés dans quel camp? Ils peuvent entrer dans ce grand sac-là, qui est la troisième voie. Si on a les mêmes visions, eh bien, on peut aller ensemble pour le peuple. Et justement, nous invitons tout le monde. Parce qu'il faut qu'on se donne les mains pour mieux réussir. Si on est dispersé, on ne sait pas où on va. Et on oublie le peuple. Il ne faut jamais oublier le peuple. On se lève pour le peuple. En attendant les législatives, professeur Hamsatou Sow Sidibé, on constate des opérations de débauchage de maires de l'opposition, sinon des maires de l'opposition qui rejoignent le pouvoir. Au final, l'élection des maires au suffrage universel direct a-t-elle été un piège? Ça n'a pas été bien pensé, voilà. Ou bien il n'y a pas eu la vigilance qu'il fallait du côté de l'opposition? Bon, vous voyez, c'est la politique politicienne, ça. Un encadrement s'imposait. Moi, j'ai vu dans les élections municipales de la politique politicienne. Parce qu'il y a eu des maires qui ont été choisis sans que même les populations soient familiarisées avec ces maires-là. On vous dit, ah bon, c'est telle personne? Ah, mais je ne la connais pas. C'est un problème. Donc, il y a une façon de manager, une façon de choisir vraiment qui doit être revue. Ça ne doit pas être l'automaticité. Automatique. Non. Pourquoi automatique? On cherche, on regarde, on voit, on a confiance et on élit. Mais élire de façon automatique. Moi, c'est au Sénégal que je vois ça. Tu élis quelqu'un que tu ne connais pas. Mais ça ne se fait pas. Alors la transhumance, évidemment, bon, c'est une question difficile parce que on peut vous dire, c'est une question de liberté. Mais ce que je remarque, c'est que le grillage qui sépare le pouvoir et l'opposition, il n'est pas étanche, hein? On entre et on sort comme on veut. Mais ça, c'est un manque de projet qui l'explique. Comme ce manque de projet explique la violence verbale et physique. Donc le manque de projet. Il nous faut des projets. Il faut qu'on sache ce qu'on veut pour les populations. Quand on n'a pas de projet, on transhume facilement parce qu'il n'y a pas la conviction nécessaire. On transhume facilement. Mais ne devrait-on et pas, on se bat, on se donne des coups. Ouais, mais ne devrait-on pas tout encadrer, professeur, un maire ou un élu qui quitte le parti avec lequel il a été élu à la tête d'une municipalité ou bien à la tête d'un conseil départemental, s'il transhume, il perd son mandat, comme c'est le cas avec les députés démissionnaires de parti. Et aller plus loin quand on quitte une coalition. Ah, moi, je ne sais pas. Hein. Il faudrait qu'on fasse une réflexion approfondie autour de ça. Hein. Je ne peux pas décréter. Je ne peux pas décréter. C'est une réflexion. C'est vilain. C'est une réflexion à mener. Mais ne devrait-on pas légiférer comme ça a été le cas avec les députés? Un député qui quitte son parti, qui démissionne de son parti, perd son mandat. Il faut se mettre autour d'une table et sans doute aller dans ce sens-là. Il faudrait qu'on aille dans le sens, justement, parce que ça va limiter les dégâts. Dans le sens de perdre son mandat quand on a agi de certaines façons. Parce qu'il y avait la confiance. C'est sur la base. Là, le mot confiance, là, on ne le met pas suffisamment en valeur, alors qu'il est extrêmement important. S'il n'y a plus de confiance, mais tout est décousu, ça ne marche pas. Donc, il est possible, mais je ne peux pas décréter, comme je vous l'ai dit, qu'on aille dans le même sens que ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Parce que l'éthique en politique doit être promue. Il faut qu'on fasse une promotion de l'éthique des valeurs en politique. Sinon, les gens se disent que la politique, c'est mauvais. Il
Vous allez taper à la porte de quelqu'un. Il vous dit, ah, moi, des politiques. Les gens ne disent pas la vérité. Vous voyez, c'est pas bien. Alors que la politique, ça doit rimer avec le respect des engagements, la parole donnée. Mais j'ai vu aujourd'hui au Sénégal que la parole donnée ne signifie plus rien. On ne fait que jurer, alors qu'on ne pense pas ce qu'on jure. C'est étonnant. Vous savez pourquoi c'est étonnant pour moi? C'est parce que le Sénégal, c'est un pays africain. Mais en Afrique, l'arbre à palabre, là où on s'asseyait, sous l'arbre, pour prendre des décisions, on n'écrivait même pas. On n'écrivait pas. On parlait. Mais ça, c'était un engagement fort. Et je vois aujourd'hui, dans certaines zones du Sénégal, il est difficile de régler certains problèmes parce qu'il y a eu une parole qui était sortie. Alors ça, on le perd. Comment? Pourquoi perdre ça? Pourquoi devenir si fragile? Fragile, c'est ça, c'est le mot que je vais utiliser. Il faudra qu'on en revienne à nos valeurs. Respecter la parole donnée, c'est respecter autrui. Et c'est ça qui fait les bases, le fondement d'une société solide. Si on ne le fait pas, eh bien, on va être comme du vent. Or, le Sénégal, aujourd'hui, au Sénégal, moi j'ai l'impression qu'on est comme du vent, hein, parce qu'il n'y a rien de stable. Il n'y a rien de stable. Il ne nous reste plus assez de temps, professeur Amsatou Sow Sidibé. Le recrutement du capitaine Touré et de Guy Marius Sagna à la mairie de Dakar, recrutement politique? Peut-être recrutement politique. Sans doute recrutement politique. Par les personnes qui les ont recrutés. C'est un maire d'une ville, en l'occurrence, Barthélémy Diaz, qui les a recrutés. Mais auparavant, il y avait le recrutement par une école. L'IAM. Mais vous voulez sans doute parler des derniers recrutements. Des derniers. Alors, la personne qui recrute fait de ce recrutement un recrutement politique. Parce que ces personnes sont rejetées d'un côté et reprises par un autre. Mais ce que je veux dire, moi, dans cette affaire, c'est que on peut éviter l'acharnement. Premièrement. Deuxièmement, c'est la spécialiste des droits humains et de la paix qui parle. J'ai enseigné les droits de l'homme pendant plus de 20 ans à l'université. Et je puis dire que, quelles que soient les fautes commises par la personne humaine, sa dignité doit être préservée. Sa dignité. La dignité de la personne, c'est ce qui fait la personne. Sinon, elle peut mourir. Elle doit pouvoir mourir. Le mort civil, ce qu'on appelait le mort civil, tu n'as plus de droit ni rien. La mort civile n'existe plus au Sénégal. Toute personne a le droit à la dignité qui implique le droit de travailler, le droit d'avoir un salaire, le droit de se nourrir et de nourrir sa famille. Des droits. Donc, sur cette base, je pense que on devrait permettre au capitaine et à toute personne qui n'a pas de travail de le faire. Maintenant, bon, je ne sais pas au niveau de l'organisation administrative de la ville de Dakar si ces recrutements peuvent être faits. Pour la ville de Dakar, je dis, hein, pour la ville de Dakar. Ailleurs, ça doit être possible. Parce que la personne doit manger. La personne doit s'occuper de ses enfants, de son épouse, de sa famille. Et ne peut le faire qu'en travaillant. Et le travail, c'est un droit qui est attaché à la personne humaine. Organisation de la ville de Dakar, organisation du gouvernement, toujours pas de Premier ministre. Le poste a été réhabilité il y a de cela quelques mois, en décembre précisément, par procédure d'urgence à l'Assemblée nationale. Sans doute ce sera après les élections législatives. Mais est-ce que le président Macky Sall est dans la légalité?
Est-ce qu'il est dans la légalité? Ça a été voté, non? Oui. Il faut un Premier ministre. Le président Macky Sall doit désigner un Premier ministre. Le droit sénégalais prévoit un Premier ministre, nous devons avoir un Premier ministre. Ça ne doit pas être laissé entre les mains d'une personne, quelle que soit son importance. Il est le chef de l'État, mais justement, en tant que chef de l'État qui a proposé une loi, nous lui demandons d'appliquer cette loi. Loi votée et promulguée même. Oui, je sais, c'est lui qui promulgue, donc qui rend applicable le droit. Donc c'est promulgué, il faut qu'il le fasse, c'est ça. Parce qu'il est le gardien de la Constitution, surtout. Et en ne le faisant pas jusque-là? En ne le faisant pas, la Constitution n'est pas appliquée. La Constitution n'est pas appliquée. Et il faut lui dire que la Constitution n'est pas appliquée. Ça signifie quoi? Monsieur le Président de la République, appliquer la Constitution. Appliquer, en tant que gardien de cette Constitution, appliquer la Constitution. Il nous avait promis que ça se ferait... après les locales. Après les locales. Oui, bon. C'était ça sa promesse, en tout cas. Même si c'était un Premier ministre de fortune, mais il n'a qu'à le nommer et après changer. Mais il ne faut pas qu'il y ait ce trou juridique. Il ne faut pas qu'il y ait un trou juridique en la matière. Eh bien, il est le gardien de la Constitution. Nous lui demandons d'appliquer la Constitution. Professeur Amsatou Sow Sidibé, merci. Merci, Georges Déthié Diop. Merci d'être venu au grand jury. C'est un plaisir. Professeur Amsatou Sow Sidibé, présidente du parti CAR Lenen, coordinatrice de la coalition Diarigne Sénégal. Merci d'avoir suivi le grand jury. Une pensée pieuse pour notre collègue, notre frère, notre confrère Ndaté Diop, arraché à notre affection hier, 40e jour de son décès. Qu'il repose en paix. Très bon dimanche à toutes et à tous. Himadan, Hefebe.